Salut les Terriens, très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Philippe Starck. Bonsoir. Alors, Philippe Starck, vous êtes l'un des plus grands créateurs contemporains. Vous avez un goût très sûr, très reconnu. Alors, comment expliquez-vous cette coiffure, Philippe? C'est parce que je me coupe les cheveux moi-même. Ah, ben voilà. Vous n'avez jamais tenté de vous redesigner vous-même? Si, à peu près tous les jours, j'essaie de maigrir, de devenir plus beau, et surtout avoir l'air intelligent. J'ai l'air tellement con sur les photos, et je sais plus quoi faire. Alors, Philippe, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos galères, de vos succès, de votre triomphe. Et vous répondrez à la question que tout le monde se pose, mais putain, comment il marche votre presse-citron, Philippe? Il marche pas plus mal qu'un autre. Ouais, d'accord. En P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Marc Lavoine, qui nous fera ce soir une affreuse révélation. Apparemment, la fille aux yeux revolver se serait mise à loucher et elle se serait tuée elle-même. Marc nous parlera aussi de son nouvel album sur le volume 10. Notre troisième invité sera Alexandre Adler, célèbre expert en géopolitique, conseiller des plus grands. Et ce soir, il nous aidera à répondre à la question la plus cruciale de notre époque. Faut-il virer Domenech avant la Coupe du Monde de foot? En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Justine-Henri Lévy. Justine Lévy, d'accord. Elle nous parlera de son livre Mauvaise fille chez Stock. Comment vous trouvez le décor, Philippe? Kubrickien. C'est un Kubrickien du 21e siècle, ici. Cool. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Philippe, rebonsoir. Donc, votre carrière, c'est un inventaire à la Prévert. Vous avez tout redessiné, relooké, repensé. La liste est longue. Boîte de nuit, pâtes, lunettes, hôtel, télé, vêtements, bateau, brosse à dents, siège, voiture, port, sextoy, resto, ordi, maison, haltère, lampe, fusée. Et même Jean Sarkozy, puisque c'est à vous qu'on doit la coupe de cheveux courts et les lunettes. Même pas vrai. Même pas vrai. Même pas vrai, mais il est plutôt joli garçon, je trouve. Oui. Alors, vous alliez refaire Michael Jackson au moment où il est mort, Philippe. Ouais. Le nez surtout. Le nez clippé. Ouais. 5 trous de plus. Voilà. Carla Bruni, c'est vous qui l'avez refaite, Philippe? Non, elle aussi, elle n'a pas besoin. Hein. Elle a besoin de rien, hein. Même pour le cerveau. Alors, Philippe, vous êtes le Français le plus connu dans le monde depuis la mort du commandant Cousteau et du mime Marceau, mais on vous connaît mal. Heureusement. On va essayer ce soir de faire un peu mieux connaissance avec vous. Alors, vous êtes né en janvier 1949. Oui, mais c'est pas vrai. Hein. Moi, je suis né le 6, vous êtes né le 18. On est Capricorne tous les deux, Philippe. Ouais. Hein. Alors, votre mère était une fille à papa de Neuilly. Ouais. Votre père était constructeur d'avions. Ouais. Il a inventé le premier avion de tourisme lancé après la guerre, le Star KS-20. Oui, exact. Il a aussi fait des revêtements de bateaux antidérapants. Le rouge à lèvres. Le tube de rouge à lèvres. Ouais. Un génie, déjà. Un génie, normalement, aurait dû faire beaucoup plus. Mais bon, un petit génie, quoi. Petit génie. Alors, il se levait à 3h de l'après-midi, il faisait ses courses jusqu'à 5h du soir. Ouais. Ensuite, il déjeunait avec ses amis. Ouais. Et beaucoup de filles. Ouais. Alors, il vivait dans une pièce. Ouais. Il y avait un lit, une table à dessin, des prototypes partout. Cette espèce d'espace de liberté. Vous faites pareil aujourd'hui. Sauf que moi, je ne me lève pas à 3h de l'après-midi. Ouais. Je me lève plutôt à 3h du matin pour prendre l'avion. Ouais. Alors, vos parents divorcent quand vous avez 7-8 ans. Vous ne reverrez plus votre père. Vous apprendrez sa mort de longues années après. Bon, vous savez, quand on est un petit fifi à sa maman, on aime beaucoup sa maman, on voit le papa qui fait du mal à sa maman, et comme on n'a pas le cerveau encore bien formé, on veut défendre sa maman, on est donc quichotesque, et on dit « je ne parlerai plus jamais à mon père ». Finalement, c'est une énorme connerie. J'étais totalement sûrement manipulé par amour, par jalousie, par aigreur. On ne devrait jamais faire des choses comme ça. Enfin, c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà, alors dès lors, avec votre frère et votre mère, vous campez dans des grands appartements, vous couchez sur des duvets qui sont sur des matelas pneumatiques. Après, j'ai enlevé le matelas, il n'y avait plus que le duvet, et après, j'ai enlevé le duvet et j'étais couvert de journaux. Moi, j'avais un petit peu inventé le minimalisme par maladie mentale, avant que ça soit la mode, et je suis resté dans cet état plus ou moins prostré de fils à papa schizophrène pendant 3-4 ans. Vous avez connu votre premier lit à 23 ans, en fait. Et il a fallu que j'attende l'âge de 45 ans pour découvrir le sommier. Ah oui, parce que... Comme quoi, les femmes, ça aide. Hein.
Oui. Alors, à 16 ans, vous êtes mignon, mince, bien fringué, mais très asocial, très autiste. Hein. Mais plus qu'autiste, totalement invisible. Oui. J'aurais bien voulu fréquenter des filles. Elles passaient devant moi, elles ne me voyaient pas. Vous avez fait des objets pour qu'on vous voit, en fait. Je me suis dit, si je ne veux pas crever, pour exister, bah, je vais faire comme le sapin qui devient le sapin de Noël dans la forêt. Je vais mettre des boules, des machins. Comme l'homme invisible, je vais mettre des bandelettes. Et donc, j'ai créé, comme un mec qui se noie. Vous êtes vraiment tout seul. On vous appelle le crevé, on vous appelle le curé. Le curé, l'avocat. La grosse gonzesse. Ouais, tout à fait. Le PD. Ouais, gros PD, oui, aussi. Le gros juif. Oui, gros juif PD. J'arrive à avoir les trois. En 65, sur les conseils d'un nouvel amant de votre mère, vous vous inscrivez à l'école Nissim de Camondo. Oui. Moi, j'ai entendu un jour, je passe dans le couloir, donc ma mère parlait avec son amant de l'époque, et j'entends, puisque ton fils sera PD, autant qu'il soit décorateur. Et ma mère fait, oh bah, t'as raison, mais comment on devient décorateur? Il dit, je connais une école. Voilà. J'y suis allé le lendemain matin, et là, il y avait dans l'escalier des dessins sur calque, format A4, fait au crayon. Eh bien, toujours, aujourd'hui, vous travaillez toujours avec le même calque, A4, j'ai le même crayon. Fabriqué spécialement par Canson pour Philippe, indéchirable. Hein. Il le prouve. À l'époque de Camondo, vous avez une voiture de sport, des Bermudas orange à fleurs. Bien renseigné, hein. On connaît ces dossiers. Hein. Et vous passez à côté de mai 68, ce qui est une honte quand même. Ouais. Un jour, donc, il y a 68 qui arrivent dans notre école de fils à papa. Il y a un mec qui saute sur une table, déjà je trouve pas ça poli, et il fait « Toi, Philippe, qui as toujours des idées, qu'est-ce qu'on fait? On fait la révolution. Qu'est-ce qu'il y a comme idée pour faire la révolution ?» Et moi je fais « Ouais, il faudra avoir des parkings. » Oui, d'accord. Et je m'en suis jamais remis. Oui, voilà. Et j'ai porté cette honte. Pendant 30 ans de ma vie, j'ai jamais osé le dire. Donc ensuite, vous montez votre première affaire, vous vendez une maison gonflable et des meubles en kit. Alors, vous heurtez beaucoup les gens à l'époque. C'est-à-dire quand vous allez voir des industriels français pour leur proposer, par exemple, votre chaise à accoudoir, ils vous disent, mais attendez, ou c'est une chaise ou c'est un fauteuil, monsieur Stark. C'était bien plus condescendant. C'était dans le genre, écoutez, Philippe, on vous aime beaucoup, vous êtes un gentil garçon, mais tout ce que vous racontez n'existera jamais. Oui, l'air de dire. Et dans le genre, on aimerait bien vous aider, mais faites un effort. Ce qui fait qu'après, par vengeance, vous avez fait la fortune des designers italiens pendant des années. Par vengeance, mais surtout parce que j'ai pas eu le choix, parce qu'aucun Français s'intéressait à moi. Il y a que les Italiens qui sont arrivés, et en effet, ils ont fait fortune. Fortune. Clairement. Alors, ce qui vous a lancé vraiment, c'est le Café Coste. Vous avez touché 13 400 francs. Ça, c'est mal payé, quand même. Comme ils ne voulaient pas trop me payer, on avait joué la différence de caisse d'une journée. Il m'avait dit, vous comprenez, il faudrait quand même que ça rapporte tout ce que l'on fait là. J'ai fait, ben alors, dans ce cas-là, si vous gagnez plus, vous me donnez la différence de la caisse, ça fait 13 400 francs. Voilà. Ben, c'est pas mal. Voilà, puis après, bon, après, c'est le succès. Il y a le fameux hôtel Royalton à New York, la brosse à dents Fluo Carril, les télés pour Thomson, jusqu'aux fusées avec Branson. Et ils vont bientôt m'envoyer dans l'espace dans moins d'un an. Voilà, avec Paul Allen, fondateur de Microsoft. Vous allez partir tous les deux dans l'espace. Oui, tous les 3-4. Ah, 3-4, vous avez des gonzesses. Dites-moi, Philippe, vous devez être très riche, non? Alors écoutez, je suis tellement riche que je vis le luxe incroyable de ne pas savoir ce que j'ai. Ça doit être ça la richesse, la vraie richesse. On dit que vous gagnez 14 millions d'euros par an. Que ça? Vous avez 12 maisons quand même. Oui, bah non, mais c'est normal, c'est un outil de travail, parce que moi j'ai besoin d'être concentré, d'être tout seul. Il y en a où il y a des voisins, il y en a d'autres qui n'ont pas de voisins, il y en a qui sont en face de la mer, il y en a d'autres qui sont en face de la forêt. Mais c'est vraiment, c'est comme la musique pour moi, c'est vraiment, c'est comme mon crayon, c'est mon ordinateur, la maison. Qu'est-ce qui vous intéresse à part travailler dans la vie? D'abord, je travaille pas, je rêve. Donc, c'est plus facile. Vous rêvassez? Je rêvasse, exact. Pas pareil. Oui, je rêvasse. Je rêvasse. Après, la chose qui m'intéresse, c'est la relation sentimentale que j'ai avec la personne que j'aime. Oui, vous dites ma femme occupe 90% de mon cerveau. 98%, oui. C'est-à-dire toute la nuit, je rêvasse comment je pourrais lui plaire. Le matin, je fais très attention, la position où je me réveille pour que je sois sur mon bon profil. Vous voulez qu'elle vous aime. Après, elle n'a jamais su, par exemple, que j'allais aux toilettes le matin. Jamais, ça ne se fait pas. Les anges ne fuient pas. Alors, souvent, on lit dans la presse que vous êtes mégalo. En fait, vous n'êtes pas du tout mégalo, parce que quand on lit vos déclarations, vous dites « Je crois que tout ce que je crée est absolument inutile ».
Non, mais c'est vrai, c'est con quand même d'avoir la chance d'avoir des parents pas trop bêtes, d'un certain niveau de vision, et finalement de faire simplement ce qu'on sait faire facilement. Il ne faut jamais rentrer dans la facilité. Et maintenant, je m'aperçois qu'au moment de faire les comptes, bah, j'aurais dû faire beaucoup plus et je ne l'ai pas fait. C'est rien par rapport aux grandes nécessités, aux grandes urgences, aux grandes priorités, aux grands enjeux qu'il y a aujourd'hui. Et là, je me retrouve comme un con, avec mon papier et mon crayon, totalement impuissant. Et je me dis, bordel, j'aurais quand même été un peu plus à l'école, bordel, je me serais... Aujourd'hui, je serais peut-être l'homme d'action qui pourrait faire quelque chose pour aider les gens en train de crever pendant cette interview. Pour finir, vous allez faire quoi dans les 20 ans qui viennent, Philippe? Parce que vous voyez, on a le même âge, il nous reste 20 ans de bons maintenant, quoi. Moins. Moins? Moins. 10. Non, de vrais bons, peut-être 5. Et non, ouais, dis pas ça. Putain, je me casse, moi. Non, moi, dis pas ça, Philippe. moi, je pense que le jour où je ne pourrai plus faire de moto, je me considérerai comme vieux. Oui. Le jour où je ne pourrai plus faire l'amour, je me considérerai comme fini. Ouais. Et le jour où je commence à faire caca sous moi, je me suicide. Ouais. Donc tout ça va quand même arriver maintenant relativement vite. Putain, tu me fous le bourdon. Et nous accueillons Marc Lavoine. Et Alexandre Adler. Alors Marc Lavoine, bonsoir. Je suis un peu désolé. Bonsoir. Je sais que vous auriez préféré que j'invite Louise Bourgoin ou Vaina Giocante et vous vous retrouvez avec Alexandre Adler. Je comprends que vous soyez déçus en même temps. C'est peut-être pas mal cette absence de tension érotique pour une fois, non? Je suis pas déçu. Non? D'abord, j'adore Monsieur Adler. Je le trouve formidable, brillant et il connaît très bien ma femme. Ah, ben justement, vous allez bientôt fêter vos 15 ans de mariage avec la princesse Sarah Poniatowski. Vous confirmez que vous vécurent des jours heureux et que vous eurez beaucoup d'enfants? Oui, c'est pas prêt de s'arrêter. Elle est polonaise. Oui. Et les princesses polonaises sont 4 fois moins chères de l'heure qu'une princesse française. Alors, vous êtes ici pour le 2e single de votre nouvel album qui s'appelle Volume 10. Oui. Un album tout en finesse et en douceur, un album romantique, délicat, charmant, dans lequel on trouve cette chanson superbe, Je rêve de ton cul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle sait, Sarah, vous dites des trucs comme ça dans vos chansons? Bah, oui. J'ai fait cet album quand mon père est mort. Je suis parti avec mon ami Aboulker, j'ai appelé mes amis, ma famille, pour partir travailler. Et on a fait une 40aine de chansons avec Fabrice, et j'en ai gardé 2. C'est Reviens mon amour et Je rêve de ton cul. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose d'extrêmement violent, mais quelques jours plus tard, une fois qu'on a retrouvé un peu ses clés, le sens de l'orientation, on dirait qu'on... Voilà, les souvenirs heureux reviennent. Voilà, alors sur la pochette de l'album, vous êtes torse nu. Vous ne seriez pas en train de devenir gay, vous, non? Manu Payet m'a envoyé un texto en disant « Vachement bien ta photo au Cap d'Agde ». Ouais. Alors, comme d'hab, il y a des duos, dont un avec Valérie Lemercier. Les duos, c'est la seule infidélité que votre femme tolère, j'imagine, non? J'ai toujours aimé les gens qui chantaient en duo. J'ai aimé les couples. Philippe Stark et Jasmine, Gainsbourg et Birkin, Gainsbourg et Bambou, Dutronc et Hardy. Voilà, c'est quelque chose qui m'a... c'est un truc d'enfance, peut-être. Alors, cet album a été enregistré à Los Angeles, dans la maison de George Harrison. Là, je suis quand même top jaloux. Avec le clavier de George Harrison. Si on veut aller nager, on va à la mer. Moi, j'ai voulu faire de la musique, je suis allé à Los Angeles. Ben, le résultat est excellent. On va écouter le 2e single de l'album, qui s'appelle « Reviens mon amour ». Voilà. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre, j'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 de retrouver. Je n'ai qu'un amour. Oh, viens me retrouver. Reviens, mon amour. Pour 10 te retrouver. Je n'ai qu'un amour. Alors j'ai perdu ma jeunesse et puis j'ai perdu confiance. J'ai perdu au poker, j'ai perdu la conscience. J'ai perdu la beauté, le goût, le toucher. J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon identité. J'ai perdu la raison, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu à tort ou à raison, j'ai perdu mon enfance. Voilà, Marc Lavoine, Reviens mon amour.
Extrait de volume 10. Pas mal, hein? Formidable. Et le clip est bien en plus. Voilà, alors vous serez en tournée, Marc, début 2010, et au Casino de Paris du 19 au 31 janvier. Voilà. J'espère en tourner ensuite. Oui. Et voilà. Beau travail. Alexandre Adler, bonsoir. Donc vous êtes l'un des plus éminents spécialistes en relations internationales et en géopolitique. Vous savez précisément ce qui se passe dans le monde. Et vous savez écrire, sans faire de faute, Mahmoud Ahmadinejad. Oui. Oui. Ben, bravo. Alexandre, votre dernier livre publié, c'est Berlin, 9 novembre 1989, La chute, ou comment la chute du mur a abattu l'Empire soviétique. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais selon Jean-Marie Bigard, le mur de Berlin n'aurait jamais existé. Il aurait été tourné en studio à Los Angeles. Vous saviez ça? Ah non, mais c'est intéressant, parce que On ne l'a pas dit. c'est comme les premiers astronautes sur la Lune. C'est Voilà. probablement dans le même studio de Kubrick. Voilà, Ah, voilà. exactement. Bon, voilà. Alors, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est qu'en 1952, Staline, inspiré par Beria, adresse une note au chancelier allemand de l'époque, Adenauer, en vue de négocier déjà une réunification de l'Allemagne. Ce plan a été repris dans les années 80 par Andropov, mais les dirigeants soviétiques ensuite ont été submergés par les événements, et ça a été l'éclatement du bloc de l'Est. Donc c'est pas un truc qui est arrivé par hasard, c'est un truc que les Russes avaient déjà imaginé dès 1952. Parfaitement. Andropov était un homme très lucide. Il avait compris que le système était à bout et il pensait que s'il fallait lâcher quelque chose pour remettre du vent dans les voiles, c'était bien l'Allemagne Voilà. de l'Est. C'est ce qu'on apprend en lisant votre bouquin. Et c'est pour moi, en tous les cas, une information nouvelle. Ah oui, oui, oui. Ça n'a Vous pas êtes un été- grand Oui. Vous êtes un grand... Kremlinologue, on dit. Oui, Bien. comme Ahmadinejad, c'est... il faut prendre... C'est pour ça qu'on les invite, en fait. Alors maintenant, avant de passer à l'actualité de la semaine, je voudrais profiter de la présence de Philippe Starck sur ce plateau pour faire à Alexandre et à Marc un quiz sur le travail de Philippe. Ça s'appelle « C'est quoi ça ?» Alors évidemment, Philippe n'a pas le droit de répondre. Allons-y. C'est quoi ça? Alors, on voit. Un Ça, presse-citron. c'est Un le... presse-citron, bravo. Bravo. Jusque-là, Droit réservé. jusque-là, ça va. On continue. Une brosse Ça, à dents. Ça, c'est une la brosse à dents, la brosse bravo. en film Time, oui. Et ça, c'est quoi? Ça, Donc un- c'est pas la un brouette, fauteuil. donc. Un fauteuil. c'est un fauteuil. Très bien. Ce n'est pas une brouette, c'est ça. Vous avez raison. C'est quoi ça? Ça, par contre... Oh, bah, quand même. Moi, je dirais ou un taille-crayon ou un tabouret. Ah, un tabouret, bravo. Ah, il est fort. On continue, c'est quoi ça? Des haltères, oui, ouais, ça... enfin, c'est un haltère sur deux. Ouais. Voilà, ouais, moi j'en ai c'est chez rigolo. moi, c'est Ça formidable. marche bien, Ah ouais. C'est très très bien. On imagine très bien comment vous l'avez. Vous avez pris de la terre glaise ou de la pâte à modeler, vous avez fait ça. Je l'ai fait moi-même à la main, Voilà, comme ça. ouais. C'est très agréable. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est... Eh, Moi, c'est- je Il y a, il y a- il y a Un vase, c'est une un lampe. récipient, hein. Non. Avec raté. non. 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 Non, une lampe peut-être, non. Non, Un paravent, Je fais toujours la même chose, moi. non. Je fais toujours la même chose. Un c'est siège. Un Un siège. siège, Un bien sûr. tabouret. un tabouret. Voilà. oui. Parfait. Ah ouais. C'est pas mal, hein? Et ça, Oui, voilà. Ça, alors, même Philippe sait pas ce que c'est. Oui, non, mais c'est vrai qu'il il manque un peu des trucs pour il manque un comprendre. truc, c'est un bloc-notes. Ouais. c'est un Non. truc, c'est un support. Est-ce que c'est pas une plaque chauffante avec quelque chose? Non. C'est une assiette pour cocktail. Ah ben oui, évidemment. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est compliqué. Ah, j'ai pas trouvé. Ah ouais, ça, il faut trouver, hein. Marc, t'as pas d'idée? Bon, un écran pour... C'est un écran quand on n'aime pas la télé. Non. Oui. C'est avec un vide. autour. Non, c'est une éolienne. Ah, Et Ah, oui, là, tu m'as montré. en plus. ah voilà, c'est une éolienne. Tu as du tout compris comment ça marchait. Et comment ça marche? Parce que d'habitude, une éolienne, ça tourne. Ah, mais les éoliennes, en général, c'est comme des hélices d'avion, ça tourne Ouais, comme ça, mais ça ouais. fait beaucoup de bruit. Ouais. Quand vous en tournez comme ça fait plus aucun bruit. Ah. Et celle-là, elle est intéressante parce qu'elle est entièrement transparente, donc elle est totalement invisible. Donc pas de rejet de la population. Et en plus, ça va valoir moins de 1 000 €, donc tout le monde pourra en acheter et faire de l'énergie. C'est génial. Ouais. Et ça, c'est quoi? ben, non, c'est pas un verre. Non, c'est Non. une tapette. Bien, on passe maintenant aux commentaires
de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Renaud Dely, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Hop. Alors, cette troisième guerre mondiale, ça commence quand? En tout cas, on a déjà désigné nos ennemis. Afghanistan, Iran, Pakistan, peu importe, le principal c'est que ça rime avec musulmans. Souvenez-vous, en 2001, les kamikazes d'Al-Qaïda n'étaient armés que d'un simple cutter. Et ils ont fait péter le World Trade Center. Alors, s'ils récupèrent une bombe atomique au Pakistan, est-ce que vous croyez qu'il faut s'inquiéter? Mais non, personne ne doit s'inquiéter, et surtout pas les Israéliens. Bah, c'est pas parce qu'Ahmadinejad a dit qu'il voulait rayer Israël de la carte et qu'il cherche à se doter de l'arme atomique que cette histoire va forcément mal finir. En plus, ça nous arrangerait pas trop qu'Israël bombarde l'Iran. Bah oui, hein, nos amis iraniens sont quand même les 2e producteurs mondiaux de gaz et les 3e pour le pétrole. En plus, ils contrôlent le détroit d'Ormuz par lequel transite un tiers de la production mondiale de brut. Alors surtout, on compte énormément sur les Israéliens pour qu'ils conservent tout leur sang-froid. Et en même temps, c'est pas si facile. Y a qu'à voir en Suisse, il a suffi de quelques affiches pour que 57% des électeurs confondent des minarets avec des missiles nucléaires. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà, Renaud Dely, bonsoir, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, auteur de plusieurs ouvrages politiques, dont le dernier en date est Besancenot, l'idiot utile du sarkozysme, chez Bourrin Éditeur, où vous expliquez assez brillamment que Sarkozy fait avec Besancenot ce que Mitterrand faisait avec Le Pen, et vous remarquez, vous relevez tout un tas de similitudes entre les deux hommes qui sont assez intéressantes. Voilà, c'est un livre dont je conseille la lecture. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, 2 nouvelles importantes cette semaine. Messi à le Ballon d'Or et l'Iran à la bombe. C'est quand même assez important. Finalement, les bombes atomiques, c'est comme les écrans plats. À partir du moment où il y a quelqu'un qui en a un, tout le monde en veut. Et c'est la société de consommation, voilà. Alexandre, ça vous inquiète, cette bombe iranienne ? Bien sûr que ça m'inquiète. En même temps, je ne suis pas persuadé que l'apocalypse soit l'issue probable. D'abord parce que c'est tout simple. On ne fait pas la guerre à un peuple qui manifeste comme ça contre son gouvernement. Imaginez que les rues de Berlin soient envahies par des jeunes qui crient « Abat Hitler » pendant la crise de Munich. Ouais. Ce n'était pas la même chose. Ouais. Or, ce qui est le phénomène principal, c'est ce qui s'est produit aux élections présidentielles de juin dernier, c'est-à-dire la fraude massive au profit d'Ahmadinejad, suivi d'une révolte populaire. Donc, en fait, la crise de régime iranienne s'accompagne de cette course à la bombe, et les deux sont en sens contraire. La démocratie iranienne, c'est une grande partie de la solution du problème du Moyen-Orient. Ouais. La bombe, c'est une aggravation immédiate. Alors, comment va-t-on arriver à combiner l'un et l'autre ? C'est un vrai suspense à la Hitchcock. Vous le saurez en regardant Salut les Terriens la semaine prochaine. Alors, Renaud Dely, est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que les Israéliens peuvent tenter des frappes préventives qui amèneraient en riposte Ahmadinejad à balancer ses missiles nucléaire sur Israël, pour commencer? En face d'un fou, en gros, Ahmadinejad, il faut tout miser sur le sang-froid d'Israël, qui est quand même la seule démocratie de la région. Et sur le sang-froid des autres dirigeants iraniens qui ne sont pas Ahmadinejad et qui sont en train de le piéger, d'ailleurs. C'est ça que je vois. Mais tout le problème, c'est vrai, dans le régime iranien de longue date aussi, c'est qu'on cherche souvent où est le pouvoir, qui a le pouvoir à quel moment. C'est vrai que Ahmadinejad a souvent été décrit un peu comme un pantin, faisant de la provocation à destination interne. Certains l'ont décrit comme ça, et on cherchait un peu qui avait le pouvoir derrière. Alors, il y a le sang-froid d'Israël, et puis évidemment le rôle d'Obama et de l'ensemble et des 5+1 dans la région. Tout le monde voit bien que s'il doit y avoir une 3e guerre mondiale, c'est là qu'elle va commencer. Oui, moi je crois plus beaucoup à une 3e guerre mondiale. Je crois que maintenant il y a une nucléarisation de la chose, c'est-à-dire que je crois à des petits conflits permanents. Je vois plus un grand conflit, ça paraît totalement archaïque. Je crois qu'aujourd'hui, l'économie gérant tout, on voit bien que c'est quand même cher. Ça rapporte les guerres, c'est certain, mais à la fois c'est cher. J'ai pas l'impression que ça puisse se passer comme ça. La réalité du régime iranien, c'est que ce n'est pas un régime hitlérien qui est en train de se doter des moyens de la conquête du monde. C'est un régime théocratique qui est complètement usé, avec des chauffeurs de taxi qui refusent de prendre un mollah quand il est en costume, qui sont obligés de se mettre en civil, et avec une moitié des mollahs qui ont compris qu'il fallait autre chose, et avec une attirance pour la démocratie, et avec un goût aussi de la vie.
Il y a plus de licenciées féminines sportives en Iran que partout ailleurs. Il y a 400 000 touristes iraniens, 400 000 qui sont sur les plages turques et puis ils ne mettent pas le voile. Hein. Moi, je suis reparti de Téhéran la dernière fois avec l'avion. Dans la minute où la porte était fermée, toutes les femmes ont enlevé leur voile. Ouais. Alors c'est quand même... C'est quand même très, très significatif. Nous sommes dans un pays en transition. Merci Mahmoud. Alors, est-ce que finalement Ahmadinejad n'est pas le symbole de l'arabe qui fait peur et en Europe, quand il y a tous ces problèmes actuellement avec les minarets et tout ça, est-ce que finalement ça vient pas de là? Tu me demandes ça à moi? Ouais. Non, laisse-moi au Casino de Paris, laissons parler les spécialistes. Ce que vous dites est vrai, ce qui est vrai, c'est l'amalgame. On le voit, on additionne tout et n'importe quoi, et qu'effectivement, du danger iranien et du danger qu'incarne Ahmadinejad, on arrive très vite aux minarets en Suisse, qui, je le rappelle, à l'inverse, là, il y avait 4 minarets en Suisse, oui. Donc c'est quand même, la menace était quand même plutôt anecdotique par rapport à la bombe iranienne. Et voilà, et tout se mélange, sans parler évidemment de l'initiative d'Éric Besson de lancer ce fameux grand débat sur l'identité nationale. Alors, je vous le dis, à mon avis, l'histoire du débat sur l'identité nationale, ils ont ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que maintenant, ils ont joué avec le feu. Il ne fallait pas le faire. Ils l'ont fait pour des raisons électoralistes, à cause des régionales. Et ça va devenir un débat pourri, puant. Ce qui est remarquable là, c'est qu'en fait, en France, personne n'a rien dit sur les minarets. Tout le monde a été choqué de ce qui s'est passé en Suisse. Il n'y a que la presse qui a créé ce problème en faisant un sondage où les gens ont répondu évidemment n'importe quoi, comme d'habitude. Mais c'est encore un effet de presse, c'est tout. Il y a quand même pas mal de mosquées qui se sont construites depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, il faudrait qu'il y en ait davantage parce que c'est mieux que les caves. Mais bien entendu. Oui. Et pourquoi il n'y aurait pas de minaret? Je ne vois pas quel est le problème. Non, le minaret, ça va. Ce qui est un problème, c'est le muezzin. Dans ce cas-là, arrêtons les cloches aussi. Ben voilà. Éric Besson a dit que finalement, c'est une question d'urbanisme. Est-ce que vous imaginez-vous de designer des minarets non agressifs? Non, moi, je ne travaille pas pour la religion, car je méprise toute forme de religion et toute forme de croyance. Donc, je ne ferai pas ça. Enfin, c'est idiot. Le problème de l'identité nationale est parfaitement réel. Une petite partie de la jeunesse d'origine immigrée ne s'identifie pas à la France. Je n'ai pas été enthousiasmé de voir des jeunes avec des drapeaux algériens manifester bruyamment et longtemps et un peu agressivement, bien que je comprenne qu'ils aient eu du plaisir à la victoire de l'Algérie. Quand dans les stades, ça les amène à conspuer l'équipe de France, qui est pourtant exemplaire sur le plan de l'intégration, ça me plaît encore moins. Mais ça ne se résoudra pas en les convoquant et en les montrant du doigt. On arrive à un point où André Valentin, maire UMP de je ne sais plus quelle ville, dit « Il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer. On en a déjà 10 millions qu'on paye à rien foutre. » Résultat, Besson, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment le pompier pyromane parce qu'il a condamné les propos du maire UMP. Alors que c'est lui qui, en fait, les met en scène et autorise la libération de cette parole comme ça qui est quand même grave. Et derrière, il arrive en disant « Non, non, c'est pas moi, il s'en lave les mains. » Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Sarkozy a modernisé la droite avec des gens comme Rachida Dati, Fadel Amara, etc. Mais derrière, il y a toujours cette vieille droite qui est là, quand même. Le mec qui dit ça, c'est quand même la vieille droite qui est planquée derrière la nouvelle. Celles qui font ce constat-là, souvent, c'est les personnalités que vous avez citées, hein, Rachida Dati, Ramayad et d'autres, c'est les premières à en souffrir. Regardez Ramayad, quand elle a voulu, quand elle a envisagé d'aller se retrouver dans le Val d'Oise, ce qu'elle a subi de la part de certains élus UMP, qu'on dit on va la mettre dans le Val d'Oise parce que là-bas, elle fera des voix. Sous-entendu, elle est couleur locale. Très bien, écoutez, on retiendra votre expression. Éric Besson, pompier pyromane. Tout à fait ce que je pense. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Le mercredi à l'Assemblée, c'est filmé. Alors Greenpeace en a profité pour faire un coup d'éclat. La séance est suspendue. Eh ben, au lieu de leur reprocher d'avoir fait les zozos, on ferait mieux de les remercier. Si les députés français avaient écouté les conseils de Greenpeace dès 71, on n'en serait pas organisé des sommets pour sauver la planète. Et puis au régional, la liste écolo a rassemblé plus de voix que celle des socialistes. Et pourtant, à l'Assemblée, il n'y a que 3 députés verts contre 186 pour les socialistes. Ah, elle est belle la démocratie. Si on ne permet pas aux écologistes d'entrer à l'Assemblée par la voie des urnes, faut pas s'étonner qu'ils s'invitent par la voie des airs. On se demande bien pourquoi Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, a décidé de porter plainte. Il est tout indigné, le pauvre. Ce sont des méthodes qui sont antidémocratiques et violentes. Mais enfin, Bernard, il n'y a quand même pas que les militants de Greenpeace qui font de la descente au rappel pour attirer les médias. Et lui alors, vous le reconnaissez pas sous son casque ? Mais c'est Éric Woerth, le ministre du Budget. En 2008, il avait descendu la façade de son ministère en rappel pour se donner un air cool. Alors, qu'est-ce t'en dis, Bernard ? C'est une opération médiatique
extrémistes que je dénonce. Au l'autre, et tous ces chefs d'État qui vont en jet à Copenhague pour se faire passer pour des écolos, c'est peut-être pas une opération médiatique? L'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grave, voilà. Alors, on a parlé de pratique de voyous, mais enfin, c'est vrai que couler le Rainbow Warrior, c'était aussi une pratique de voyous, finalement, non? Greenpeace, c'est un lobby, voilà, ils ne respectent pas les us et coutumes de la République, c'est clair, enfin, en tout cas du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, ils font pression, ils profitent du climat où tout le monde ne sort pas en vert, hein, de droite à gauche, tout le monde, c'est qui sera le plus vert. Là aussi, je pense qu'il y a quelques arrière-pensées électorales. Là, on a découvert qu'il y a des électeurs écologistes en juin, donc maintenant on est tous écolos. Bon, ils en rajoutent, ils font dans la surenchère. Ouais, enfin, c'est pas grave, ils ont réveillé 138 députés. Il y a 2 panneaux de 1 mètre carré. Hein. Ça va pas loin quand même, ça va être très méchant. Hein. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On est d'accord. Et pardonnez-moi, mais c'est comme les premiers qui ont un peu agité tout ça et qui ont attiré l'attention. Il faut de temps en temps qu'il y ait des mecs qui agitent le drapeau sans s'en voir rien. Hein. Alors Copenhague. Oui, je ne pense pas que ça résolve tout Copenhague. Ça a l'air plutôt, d'ailleurs, moyennement. Enfin, on est toujours au stade de la prise de conscience. C'est vrai qu'il faut reconnaître que quand même Claude Allègre est de plus en plus isolé dans son coin sur sa banquise. C'est une posture réactionnaire quand même. Tu y crois, toi, au réchauffement climatique, Philippe? Forcément, évidemment. Dans Copenhague, vous pensez que ça va être une opération de communication ou un truc sérieux? Oui, bien sûr. Mais c'est les deux, parce que le G20, il a finalement accouché de rien du tout. Mais les gens qui disent ça ne servait à rien, c'est du cinéma, ont tort, parce qu'il faut commencer. C'est un amorçage. Mais il est évident que les mesures véritablement pour changer le capitalisme international, comme les mesures contre le réchauffement, ça va mettre 4-5 ans. Mais par exemple, on a tort de présenter Obama comme tout trafait en arrière de la main. La vérité, c'est qu'il doit faire passer en force son projet de réforme de la sécurité sociale, et il n'a pas intérêt à ouvrir des fronts secondaires de tous les côtés. Si jamais on intègre Hu Jintao et Obama, qui effectivement n'est pas du tout en arrière de la main comme le répète Sarkozy, hein, c'est Sarkozy qui met en scène moi je suis le vrai écolo et Obama, lui, pendant ce temps-là, c'est le pollueur. Il ne faut pas être dupe de ce numéro-là. C'est la photo, c'est pas le film, parce qu'il faut laisser à Obama le temps de faire bouger l'opinion américaine, ce qui n'est pas si simple. C'est pas si simple. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été avec nous, Renaud. Donc, je rappelle Marianne et Besancenot, l'idiot utile du sarkozysme, c'est Bourrin, qui est un livre génial. Voilà. Nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Justine Lévy, bonsoir. Pour son livre Mauvaise fille, chez Stock. Voilà, toujours en compagnie de Philippe Stark, Marc Lavoine et Alexandre Adler. Alors Justine, bonsoir, nous parlerons de votre livre à 20h. Mais je voudrais d'ores et déjà révéler une nouvelle étonnante. Regardez, la preuve était dans Elle. Vous êtes la fille de Bernard-Henri Lévy et la chemise blanche ouverte, c'est héréditaire. On en parlera à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Comment ça va? Ça va bien. Toujours à France Inter? Toujours à France Inter, toujours libre. Toujours libre, c'est bien mon garçon. On passe à la semaine de... On commence par une innovation, l'installation de bornes pour récupérer les ordures ménagères. Elles sont aspirées puis envoyées directement en centre d'incinération. Une excellente nouvelle pour les dénis de grossesse. Plus besoin de congeler ou d'enterrer bébé. Une maman enfermée 7 heures dans une penderie par un nourrisson. Après les multiples sévices qu'ils ont subis ces dernières années, c'est la première fois qu'un bébé se venge. Politique, on connaît enfin les raisons de l'engagement écologique de Jean-Louis Borloo. Le réchauffement climatique menace le goût du vin. Climat, Borloo est parti à Moscou pour convaincre les Russes, putain. Borloo à Moscou. Smirnov, Zubrovska, Absolute. Il va jamais rentrer en France. Alors on a un extrait de son discours, c'est une dépêche AFP. Le problème du réchauffement climatique, c'est la banquise. Si la banquise fond, les ours, ils vont où? Winnie l'ourson, il va où? Bonne nuit les petits, Pimprenel et Nicolas.
Nicolas Sarkozy, il va où? C'est la bonne question. À la sortie du débat sur l'identité nationale, un maire UMP a déclaré à propos des Arabes « Il est temps de réagir, il y en a déjà 10 millions que l'on paye à rien foutre ». Eh oui, Éric Besson, il ne s'attendait pas à un tel succès. C'est comme un tube de musique. T'écris une strophe et puis là ça part, quoi. Les blagues sur les Arabes, les trucs qui puent du cul, ça va y aller. Le Besson Tour Club, ça va être énorme. Ouais. Le Viagra limiterait les effets du décalage horaire. C'est vrai, DSK qui en sécrète naturellement tenait une forme éblouissante la semaine dernière à Paris. Avertissement de DSK à Nicolas Sarkozy lors du sommet de Pittsburgh. J'en ai plus qu'assez des ragots répétés sur ma vie privée. Je sais que tout ça part de l'Élysée. Alors dis à tes gars d'arrêter, sinon je saisirai la justice. Moi, je peux vous assurer, Thierry, que Canteloup et moi, on bosse pas à l'Élysée. Toutes nos saloperies, on les écrit à la maison. Véronica Alario, l'ex-madame Berlusconi, demande 43 millions d'euros de pension alimentaire par an. Par an? Oui, par an. Il est malheureux, Berlusconi. Hein. Lui qui adore les putes, 43 millions par an. Attends, ça fait 43 divisé par 12. Ça fait 3,5 millions par mois, divisé par 30. Ça fait 116 000 euros par jour. Il aurait pu s'en payer des putes. Hein. En Bretagne, 5 enfants âgés de moins de 3 ans ont reçu 4 doses de vaccin au lieu d'une. Ça, c'est pas bien de la part de Roselyne. Autant il y a 15 jours, il n'y avait personne dans les centres, mais là, c'est un énorme succès. Il n'y a plus besoin de mettre 4 doses à des tout-petits pour écouler les stocks. Pas bien. Alzheimer, les premiers tests de dépistage sanguin sont disponibles. Là, Roselyne devrait être super contente. Ça va partir comme des petits pains. Le malade oublie qu'il a fait son test et il le refait 3 semaines plus tard. Ce week-end, certains musées continuent leur grève. Soyez vigilants. Sur cette photo, le gardien n'est pas en grève, il travaille. Marc-Olivier Fogiel, Nico Saliagas et Lara Fabian ont enregistré un album au profit de la lutte contre le sida. Et il n'a rien compris, Pierre Berger. C'est pas une question de maladie. Le Téléthon, un enfant malade, c'est émouvant, tu donnes. Fogiel qui chante avec les 2 autres, jamais de la vie t'envoie un chèque. Les homosexuels n'entreront jamais au royaume des cieux, a affirmé le cardinal Lozano, ancien ministre de la Santé au Vatican. Un paradis avec que des hétéros, des mecs qui passent leur temps à parler gonzesse et à se gratter les couilles. Autant aller en enfer. Il y aura de la joie, de la féminité, de la douceur, du raffinement, et plus y affinité. Ceux qui aiment se faire enfourcher par un diablotin, ils pourront. Allez. À la semaine prochaine. Ouais, voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et en attendant, sur canalplus.fr. On passe maintenant à l'invité de 20h. Alors, Justine Lévy, rebonsoir. Vous publiez chez Stock Mauvaise fille, votre 3e roman après Le Rendez-vous et Rien de grave, qui s'était vendu à 500 000 exemplaires. Alors, vous racontez une époque de votre vie où votre mère était à l'agonie et vous enceinte. Une espèce de mystère du sort, du destin. Vous dites « La femme que j'aimais le plus au monde meurt au moment où va naître la personne que je vais aimer le plus au monde ». Et c'est extraordinaire, c'est ce livre est bouleversant pour ça, c'est une espèce de transmission de vie, un mélange de bonheur et de tragédie.
évidemment, vous vous sentez un peu coupable de ça. Bah oui, forcément. Enfin, je me suis toujours dit qu'on ne tombait pas enceinte par hasard. Enfin, on ne peut pas penser après un siècle de psychanalyse que les choses arrivent comme ça par hasard. Et je m'en suis voulu, peut-être que j'aurais aimé aussi lui dire, j'ai pas réussi à lui dire que j'étais enceinte. Peut-être que ça allait la sauver. Je me suis dit ça. Voilà. Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler qui était votre mère, une femme d'une grande beauté, immortalisée par les plus grands photographes du monde dans les années 60. Une personnalité fantasque, inconstante, fragile, révoltée et toxicomane. Oui. C'était une insoumise. Enfin, elle était dans l'autodestruction, elle était dans le... Comme beaucoup de gens de notre génération. Ouais. Dans votre premier roman, Le Rendez-vous, en 1995, vous racontez qu'elle vous oubliait à la sortie de l'école, dans des jardins publics, que des fois, en rentrant chez vous, chez elle, vous la surpreniez avec des hommes, avec des femmes, souvent des junkies. Ouais, ça m'a donné un peu d'effroi devant la drogue, devant la liberté, moi, je suis devenue assez réactionnaire, enfin, j'ai une espèce d'effroi et de peur devant la trop grande liberté. Moi, j'adore la dépendance, j'adore les règles, j'adore les normes, j'adore les contraintes. Et j'ai l'impression que ça m'a énormément manqué. Et j'ai l'impression aussi que mes enfants le réclament, ça. Vous dites que c'est pas une mauvaise mère, parce que de toute façon, elle m'aimait. C'est déjà l'essentiel pour une mère. Moi, ça m'a apporté énormément de choses, d'être élevée comme ça. Je peux jamais tout à fait m'égarer dans les orages du monde, etc. Je me sens bien dans tous les milieux. Les grands écarts me font pas peur. Mais je sais aussi que ça ne suffit pas, l'amour. Voilà. Ouais. C'est pas suffisant. C'était une époque aussi où voilà, les gens faisaient la révolution, ils voulaient changer le monde. Et ils voulaient plutôt le faire sauter que le changer. Hein, mais... Et les enfants passaient un petit peu au second plan. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Quand le livre commence, votre mère est à l'hôpital, elle sort d'une chimiothérapie. Vous dites elle est là, toute pomponnée, avec de drôles de chaussures, celles qu'elle aura pour son enterrement, l'œdème de ses jambes, son ventre énorme, sous le joli cardigan qu'on est allé acheter avec les sous de papa. Donc il y a un truc qui est extraordinaire dans votre bouquin, c'est que vous y allez. Hein. Bah oui, parce que je crois que sinon c'est pas très... Enfin, je crois que les écrivains sont là pour dire les choses de manière forte. Il faut garder la pudeur pour la vie. C'est une vertu dans la vie, la pudeur. Mais dans les livres, c'est pas très intéressant, la pudeur et la timidité. Moi, j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se passait dans la tête de cette fille qui perd sa mère et dans la tête de ma mère. Enfin, de ce que j'imaginais se passer dans la tête de ma mère pendant qu'elle était en train de mourir. J'avais envie d'aller voir là. Ça va très loin. Vous dites... montrer une mère coquette jusqu'au bout, malgré les dents qui se déchaussent, le masque de la mort sur le visage, à moitié chauve. À un moment, il y a une scène très forte, elle a le ventre gonflé, et elle vous dit, c'est d'ailleurs la dernière chose drôle qu'elle vous dira de sa vie, elle vous dit, c'est la première fois que tu me vois enceinte. J'avais envie de montrer le corps qui fout le camp, voilà, ce que c'est que le spectacle de la mort. Alors, vous n'annoncez pas donc à votre mère que vous êtes enceinte. J'y arrive pas. Ouais. J'arrive pas. J'ai peur que ça la tue. J'ai peur qu'elle se dise que j'ai déjà essayé de la remplacer. Voilà, j'ai peur. Et puis d'ailleurs, quand je finis par oser lui dire, je crois qu'elle comprend pas. Elle l'entend pas. Et puis, ouais, voilà. Et puis je crois qu'elle comprend pas, surtout qu'elle veut pas comprendre. Ouais, elle veut pas. Ouais. Mais malgré tout, vous avez toujours cette culpabilité de vous dire, c'est parce que j'étais enceinte qu'elle est partie. Ouais. Je me dis ça, enfin je m'en veux surtout de la culpabilité, elle est surtout parce que j'ai pas sauvé ma mère. Moi, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que non seulement ma mère pouvait pas mourir, qu'elle était immortelle, mais qu'en plus elle en avait pas le droit. Moi, ça m'a semblé vraiment dégueulasse qu'elle me fasse ça. J'ai trouvé ça insupportable. C'est un scandale, la mort. Quand on n'est pas croyant, quand on n'a pas la chance de vivre avec ses morts, c'est un scandale dans ce que ça a d'irrémédiable et de... Je me fais toujours pas, j'ai encore son numéro de téléphone dans mon portable, il m'arrive de me dire tiens je vais appeler maman, c'est insupportable. Alors vous l'annoncez à votre père, qui est assez ému, mais qui vous dit écoute, t'es gentil, compte pas sur moi, j'ai déjà donné avec les enfants, ça sera Guili à Noël, et puis voilà. Et en fait pas du tout, parce que derrière il vous envoie 7 SMS pour savoir comment ça va, quoi. Pourtant il s'est passé cette chose assez bizarre, c'est que quand il a vu ma fille... Il a vu des expressions et des regards de ma mère dans le visage de ma fille et ça l'a bouleversé. Il est très attaché à elle, du coup. Alors, on voit Bernard, les gens qui le connaissent ne seront pas surpris, mais
enfin, qui est voilà, extraordinaire, quoi. On le voit promettre la reconnaissance médiatique à un médecin. Il dit, voilà, un médecin qui écrit des livres. Alors il lui dit, écoutez, on va s'occuper de vous, il n'y a pas de problème, mais vous avez intérêt à sauver Isabelle. Ouais, je me suis rendu compte de la réalité de cette médecine à 2 vitesses en France, à la faveur de la maladie de ma mère. Et ça l'a... Elle voulait pas entendre parler de passe-droit, ça lui semblait odieux de passer devant les gens. Elle disait, mais comment j'aurais fait pour me soigner si j'avais pas les réseaux de ton père, etc. Et puis on l'a convaincue, et puis ça n'a pas suffi. Ouais. Il faut dire aussi que c'est très dur, quoi. Vous parlez de l'ablation, évidemment, de son sein. Vous dites qu'elle a une cicatrice abominable, noirâtre, boursouflée. Et vous lui soutenez le contraire. Vous dites, mais non, elle est très bien, ta cicatrice, elle est très propre, elle est très clean. Donc on revit ces moments. Un moment aussi, vous dites, avant, elle avait un parfum, maintenant, elle a une odeur. Donc c'est très, très près de la mort. Toute personne qui a perdu un être cher se retrouvera là-dedans. Et je trouve que c'est ça qui est fort dans votre bouquin, c'est que ça atteint quelque chose d'universel. J'ai l'impression que ça parle de cet état terrible des gens qui sont autour de la personne qui est en train de mourir. Ouais. Cette espèce d'épuisement total, cette espèce de lassitude de tout. Et à la fin, quelque part, il y a une pensée qui erre. Et quelque part, qu'on n'ose pas reconnaître, qu'on n'ose pas voir, comme ça, qui dit, mais pourvu qu'elle crève, j'en peux plus. Oui, parce qu'au bout d'un moment... Il y a cette chose terrible. À un moment, vous demandez, d'ailleurs, à un moment, Bernard dit au médecin, écoutez, il faut en finir maintenant. C'est terrible de laisser les gens dans cet état-là. Elle est reliée, évidemment, au monde avec des tuyaux, elle bave ses repas, elle avale ses brides. Je vous dis, c'est une phrase extraordinaire, elle se nourrit de salive et de larmes. Et puis, est-ce que c'est encore une vie, cette vie-là, voilà. Est-ce que c'est encore une vie de chercher de l'air entre deux tuyaux, entre deux plaquettes. Est-ce que c'est... Nous, on ne vit plus non plus, les proches, évidemment, donc peut-être qu'il faut abréger les choses pour qu'on puisse tous recommencer à vivre. Et puis, en même temps, les médecins veulent garder les mains propres. Et puis, voilà, ça se fait pas comme ça. Alors, l'agonie voilà. Après, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Voilà, et un jour elle meurt. Alors là, évidemment, vous allez voir les croque-morts, vous dites faites-lui une belle gueule, quoi, pour que. Et là, c'est terrible parce qu'ils lui font une espèce de sourire. Je leur apporte une photo de ma mère et je leur décris sa grande beauté. Mais bon, ils lui ont fabriqué un sourire, ce qui me semble absurde. Ils lui ont donné un teint hâlé, comme s'il fallait avoir l'air d'avoir bonne mine. C'est absurde d'avoir l'air d'avoir bonne mine. Oui, vous dites son sourire qui va jusqu'aux oreilles, c'est celui de l'homme qui rit de Victor Hugo. Et ils lui font en fait un rictus de souffrance, une grimace. Vous dites une bouche comme une blessure, quoi. Ouais. Et on ne sait pas quelle image on va garder des gens. On ne sait pas avec quelles chaussures on va être enterré. On ne sait pas ça. Et on ne sait pas quelle image on va garder des gens quand ils seront morts. Et moi, voilà. Et vous dites finalement, elle ressemble à un travelot maquillé comme ça, quoi. C'est assez cru. Alors, ce qu'il faut dire quand même aux gens qui nous regardent, c'est que tout le livre n'est pas sinistre, au contraire, il y a des moments très drôles. D'ailleurs, c'est très bizarre, on m'a demandé le Figaro Madame m'a demandé de participer à un numéro spécial rire. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs, parce que j'écris que des romans sinistres. Et alors, il y a l'enterrement, donc là, il y a plein de gens qui arrivent, des copains de votre mère, des pochetrons, quoi, qui arrivent. Et vous dites, il remercie votre père de les avoir rincés si longtemps. Parce qu'effectivement, votre mère vivait beaucoup des subsides de votre père, j'imagine. Dès qu'elle était au fond du gouffre, il y avait une main qui se tendait pour l'aider à remonter. C'était celle de mon père. Il a toujours été là quand elle avait besoin de lui. Voilà. Notamment à la fin, bien sûr. Bon, ils ont fait les 400 coups ensemble au début de leur relation avec votre père, piller des troncs d'église, les pires conneries. Elle était inadaptée au travail, toujours en galère de blé. Et un jour, elle s'est retrouvée en tôle. Elle s'est retrouvée, vous le racontez, à Fleury-Mérogis. Et là, il y a, à mon avis, la chose la plus bouleversante du bouquin. C'est-à-dire que votre père s'arrange pour qu'elle sorte de tôle une fois par mois. Et les jours où vous êtes là, il fait comme si l'appartement était habité. Donc c'est une espèce d'appartement Potemkin qui est spécialement mis en désordre pour vous faire croire que le reste de la semaine, votre mère habite là. Et là, je trouve ça... ça m'a scotché, séché. En même temps, il est formidable. J'ai su ça bien plus tard, évidemment, mais... Je le sentais quand même. Je crois vraiment que les enfants savent et comprennent tout. C'est beau, c'est un père très protecteur. À un moment, quand vous accouchez, il veut péter les dents du tout-bif, de l'anesthésiste et de l'infirmière si l'accouchement se passe mal. C'est bien lui, ça. Alors, non mais c'est vrai. Évidemment, le bébé finit par arriver. Mais voilà, vous culpabilisez parce que, voilà, vous pensez que ce bébé vient remplacer votre mère et quelque part, ça ne vous sort pas de votre culpabilité légendaire, Justine. Non, mais est-ce que j'ai envie d'en sortir? Moi, je suis tellement modelée et façonnée par la culpabilité que je me sentirais peut-être toute nue si j'avais... Non, moi, j'y tiens à la culpabilité. Vous avez une phrase terrible. Quand il pleut, je me sens coupable
quand la pluie tombe sur le visage de mon bébé. Ah ouais, ça, c'est le fantasme des mères toutes puissantes. Ah non, mais c'est terrible, ça, quand même. C'est d'être culpabilisé à ce point-là, c'est... Bah ouais. Ouais, ouais. Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai, c'est pathétique. C'est vrai. Bon, ça va, là? Ouais. Ouais, vous avez l'air bien, là. Mais il est bien, votre bouquin. Merci. Très bien. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Philippe Starck pour l'ensemble de son œuvre. Marc Lavoine pour son nouvel album, volume 10 et le single Reviens mon amour. Alexandre Adler pour son bouquin sur Berlin. Renaud Delis de Maria. Sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.